Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue pour ce deuxième épisode de Retour au Stand, votre nouveau podcast dédié au débrief complet des Grands Prix de Formule 1. Moi, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour parler de la deuxième manche de la saison, un Grand Prix de Jeddah qui nous a offert une belle passe d'armes entre deux pilotes qui animeront ce championnat du monde 2022. Nos consultants ont pas mal de choses à analyser dans ce deuxième épisode après la victoire du champion du monde en titre, Max Verstappen, devant les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. On va revenir sur la course du vainqueur et celle des pilotes sur le podium. On va bien sûr parler des problèmes techniques de fiabilité de certaines monoplaces. On se posera la question, Jeddah a-t-il encore sa place en Formule 1? Sans oublier les tops et les flops de nos consultants. Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans le deuxième épisode de Retour au Stand. Et ceux qui m'accompagnent en ce lundi soir en ont gros sur la patate, je peux vous le confirmer. Plein de choses à dire après ce Grand Prix de Jeddah qui va laisser des traces. Je commence les présentations et on débute par le nouveau. Il n'était pas là lors du premier épisode consacré à Bahreïn. Il est fan de Formule 1 depuis de nombreuses années. Bonsoir à toi, Valentin. Bienvenue dans l'équipe de Retour au Stand. Comment vas-tu et quel est ton état d'esprit après la deuxième manche de la saison? Salut Quentin, merci de m'accueillir dans ce podcast. Heureux d'être avec vous. Et puis, on a assisté à un très beau Grand Prix hier. Et malgré un week-end avec pas mal de controverses autour de ce Grand Prix, on a quand même pris du plaisir. Donc, heureux d'être ici pour analyser tout ça avec vous. Très heureux de t'accueillir. On va continuer avec les Cadors. Ils étaient déjà là la semaine dernière. Édouard, bonsoir à toi. La forme? Bonsoir Quentin, oui ça va très bien, impeccable. Pas déçu des résultats des Aston Martin? Écoute, pour l'instant c'est une déception permanente depuis les essais à Bahreïn, donc on continue d'y croire, mais ça va devenir de plus en plus compliqué, on va faire avec. On espère que les Verts seront de retour. Et puis l'ami Clément, merci de ta présence ce soir. Un Grand Prix d'Arabie meilleur que celui de Bahreïn? Bonsoir à tous, bonsoir Quentin, Valentin et Edouard. On s'est vraiment régalé tout le week-end, même si on a eu peur dans la nuit de vendredi à samedi. On a vu des très belles qualifs, on a vu un Grand Prix encore très intéressant malgré des petites choses qui nous... qui m'ont déplu, mais on va en parler. Et on a deux pilotes qui sont clairement au-dessus du lot et qui se battent de très très belle manière. Donc ça, c'est vraiment plaisant pour tous les fans de F1 et tous ceux qui suivent ça en France devant Canal notamment. On aura également l'occasion d'y revenir. Bien les amis, première partie de cet épisode, on va parler de la victoire de Max Verstappen. Max Verstappen, champion du monde en titre, est le deuxième vainqueur de la saison 2022, 21e victoire de sa carrière. On se remet un peu dans le mood du Grand Prix, avec notamment le départ. Sergio Pérez le prend plutôt bien ce départ pour sa première pole position. Et là, on a Charles Leclerc qui essaye de le passer par l'extérieur, ce qui bloque Carlos Sainz, son coéquipier. L'Espagnol qui est obligé de lever le pied. Ce dernier n'a pas de place et ça profite à Max Verstappen qui s'intercale entre les Ferrari. Clément, comment as-tu jugé ce départ et la première partie de course de Max Verstappen? Je ne m'attendais pas à ce départ-là. Je pensais que ça allait bouger un petit peu plus, même si on sait qu'il y a finalement 250 ou 270 mètres entre la ligne de départ et le premier virage et cette épingle un peu casse-gueule parce que on a vu beaucoup d'incidents l'année dernière et puis dans les autres catégories. Ça a donné lieu à un départ plutôt normal, sans souci. Et Verstappen a fait le job. Il a profité des Ferrari qui se sont, pas dire regardés, mais qui ont, au lieu de se rentrer dedans, Sainz a été obligé de freiner. Donc, il a profité de ça et il a gagné une position. On l'attendait plus haut samedi lors des qualifs. Il n'a été que 4e. Il fallait qu'il se rattrape. Il l'a fait dès l'entame du Grand Prix et ça a été utile pour la suite en tout cas. C'était une mauvaise stratégie au départ pour toi, Valentin? Moi, je m'attendais à ce que les Ferrari se détachent un peu plus, puisqu'ils sont plus dans le rythme ce week-end par rapport au Red Bull. Et puis Pérez qui fait, comme tu dis, un superbe départ. Et puis après, un peu plus en difficulté tout au long du Grand Prix. Donc, il n'y a pas eu de chance par rapport aussi au drapeau jaune que Latifi a provoqué. Côté Verstappen, qui arrive à dépasser Sainz assez rapidement.
comme d'habitude, assez puncher. Il prend des risques. Voilà, dès le début, on voit que c'est très, très serré, mais il n'hésite pas à rentrer dedans. Donc, il s'est mis meilleures dispositions. Donc, je pense que c'est surtout Verstappen qui a tiré son épingle du jeu là-dessus. Jusqu'au premier drapeau jaune, Verstappen, il a essayé de revenir sur Pérez et Leclerc qui étaient devant lui, mais on a vu qu'il tapait beaucoup dans ses gommes. C'est à peu près pareil même jusqu'au deuxième drapeau jaune. On a vu donc Verstappen dans une première partie de course assez en difficulté, qui n'arrivait pas trop à remonter sur Pérez et Leclerc. Edouard, est-ce que c'est la faute à un rythme, enfin, il n'avait pas de rythme selon toi, ou c'était une stratégie bien identifiée pour laisser partir Pérez et Leclerc et peut-être après revenir sur eux? Je pense surtout que Pérez était au-dessus tout le week-end. Moi, je pense que Pérez, on l'avait vu, Pérez, quand il s'est retrouvé en situation où il aurait pu prendre la tête quand il partait bien, à Imola l'an dernier ou même en Azerbaïdjan. Souvent, il se loupait sur les départs. En Azerbaïdjan, il a eu de la chance, Lewis Hamilton s'était loupé. Mais là, il a bien réussi son départ. Il était plus rapide que tout le monde. Il gérait ses pneus à la perfection. Je pense juste qu'il était au-dessus du lot ce week-end, Pérez, parce que les Ferrari ne revenaient pas dessus. Verstappen n'était pas dans les mêmes chronos. Donc, le coup du sort a fait que Pérez, après, s'est fait piéger. Mais je pense que Verstappen a fait vraiment juste tout le Grand Prix à la limite pour s'accrocher aux bases des Ferrari. Et les faits de course ont fait que ça lui a profité. Mais je pense que son coéquipier, et c'est un enseignement à prendre peut-être pour la saison, c'est que ce week-end, en tout cas à Jeddah, Pérez était au-dessus de Verstappen, je pense. On a ensuite ce deuxième drapeau jaune au 37e tour avec cette voie des stands fermée suite aux accidents, à l'abandon de Fernando Alonso et de Daniel Ricciardo. On n'a pas d'arrêt, donc du coup, vu que la voie des stands est fermée, pas d'avantage donné à une équipe voilà, à cause de cette fermeture de la voie des stands. Et on a l'impression qu'après ce drapeau jaune, Max Verstappen bascule dans une autre course avec finalement, tu l'as dit, Edouard, des faits de course qui lui ont avantagé et une stratégie qui a payé pour lui. Est-ce que tu as eu la même impression, Clément, que Max Verstappen est entré dans une nouvelle course après le deuxième drapeau jaune? Ouais, totalement. Je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Edouard. C'est qu'on n'a plus du tout vu le même pilote ensuite. Il a vraiment basculé en mode champion du monde qu'il est. Bon, il faut quand même revenir sur ses faits de course, et notamment le drapeau jaune provoqué dans les 4 ou dans les 3 derniers tours, il me semble, où finalement Leclerc pouvait bénéficier du DRS. Malheureusement, le drapeau jaune l'a empêché. Il y a eu le souci de virtual safety car, on y reviendra, mais ça a été compliqué finalement. C'est compliqué finalement de juger cette fin de course, même si on a eu le droit, comme à Bahreïn. Bon, à Bahreïn, c'était aux alentours du 17e tour, à une superbe lutte entre Leclerc et Verstappen, mais sa fin de course, elle est difficilement analysable parce qu'il y a quelques points forts et il y a beaucoup de faits de course, comme l'a si bien dit Edouard. Moi, je pense que globalement, pour revenir sur Verstappen, on le voit un peu en difficulté sur les essais libres et sur les qualifs en ce début de saison. Bon, là, on n'est qu'à 2 grands prix, donc on ne va pas non plus tirer des conclusions hâtives, mais c'est quand même significatif. Et je me demande s'il n'y avait pas eu ce drapeau jaune et ces quelques détails qui ont un peu aidé finalement Verstappen, après qui était dans les meilleures conditions pour faire la différence. Hein. C'est un grand champion, il a fait des grandes différences. Mais bon, on lui a donné quand même un coup de pouce finalement. Il avait besoin de ça, je pense, pour s'imposer. Moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner, ce Grand Prix d'Australie, pour voir, encore une fois, peut-être un duel Ferrari-Red Bull et surtout un duel Verstappen-Leclerc. Et peut-être voir les deux partir premier et deuxième et voir encore une fois qui va se détacher entre les deux. On le rappelle, 21e victoire donc pour Max Verstappen en Formule 1, une victoire qui fait du bien à l'écurie Red Bull après le double abandon de Bahreïn. Red Bull qui revient dans la partie au championnat pilote avec Max Verstappen qui est 3e à 20 points de Charles Leclerc, mais aussi au championnat constructeur où l'écurie autrichienne vient titiller leurs vieux rivaux Mercedes. 38 points pour Mercedes et 37 points pour Red Bull.
Les gars, je me tourne vers vous. On va parler d'un des moments forts de la course, si ce n'est encore une fois, comme à Bahreïn, le meilleur moment tout court. On est au 42e tour. Verstappen rattrape son retard d'une manière assez incroyable. Il gagne presque 2 secondes dans le secteur 3, 1 seconde 7 dans le secteur 4. Il dépasse Charles Leclerc qui lui rend l'appareil. On assiste à cette bataille de fin de Grand Prix. Clément, est-ce que tu peux analyser un peu cette nouvelle bataille, les points forts et les points faibles de ce duel entre Charles Leclerc et Max Verstappen? Il y a eu un point important quand même, c'est la dégradation des pneus qu'on a vu moins importante qu'à Bahreïn. En tout cas, alors elle était très peu importante pour les Ferrari. Elle l'était un peu plus côté Red Bull avant les abandons. Mais cette fois-ci, sur la corniche de Jeddah, il y en a quasiment pas eu. Après, en regardant les pneus, franchement, on ne voyait pas de baisse significative, de graining et de baisse significative des temps. Bien au contraire, ils ont claqué tous les deux des temps assez exceptionnels. Je ne sais même plus si le meilleur tour est je crois que c'est aux alentours de 1,31,5 ou 1,31,6, ce qui situe vraiment l'énorme performance des deux voitures. Certes, ça a été réalisé par Leclerc qui prend un point, mais c'est Verstappen qui a réalisé la meilleure fin de course. Il a bénéficié de sa voiture qui est bien née, du moteur Honda qui a un net avantage sur celui de Ferrari. On l'a bien vu, notamment dans le 3e secteur, où là, il cassait vraiment la baraque. Donc, en vitesse de pointe. En vitesse de pointe, on était sur 11 ou 12 km/h de plus, ce qui est énorme. Et je rejoins ce qu'a dit Valentin, c'est que sur le circuit d'Albert Park, qui sera peut-être un petit peu moins favorable au Red Bull, on peut avoir lieu à une vraie belle bataille entre ces deux-là. Et peut-être un petit avantage Ferrari cette fois-ci. Ce moment où Leclerc et Verstappen hésitent tous les deux à franchir la ligne de DRS, c'est incroyable, Valentin. Ouais, ça s'est joué sur des détails finalement, et on voit l'intelligence des pilotes à ce moment-là, de jouer un peu avec les règles de course. Et justement, là où Verstappen a fait la différence, tout à l'heure j'ai dit que évidemment Verstappen a été aidé sur certains éléments, mais quand on donne la chance à Verstappen de remporter une course, il l'a saisi sans hésiter. On l'avait vu à la dernière course du championnat l'année dernière, quand Verstappen avait gagné contre Hamilton. On voit très bien que Verstappen, il est sans pitié, et pour prendre le dessus sur son adversaire, il analyse chaque détail. Il y avait les feux de l'arrière de la voiture de Leclerc qui n'étaient pas allumés. Après, il disait qu'aussi la ligne des stands, il avait touché à 2 reprises, Leclerc. Et donc, à la radio, il était très actif, Verstappen, pour déstabiliser l'écurie adverse. Donc, je pense qu'il a été fort dans ce domaine-là. Mais aussi, Verstappen, ça a toujours été un pilote agressif depuis qu'il est dans le paddock. Et donc, je pense que Leclerc a pas souvent été, on va dire, dans les premiers rangs, et qu'il doit prendre l'habitude de se disputer les premières places. Je pense qu'il est un peu trop gentil encore. Quand il fait l'interview d'après Grand Prix, il dit qu'il a pris du plaisir, certes, et il a le droit de prendre du plaisir, mais je veux le voir énervé, en fait. S'il veut vraiment prendre le dessus sur Verstappen, qui est vraiment… il passe pour le méchant assez souvent, mais les champions en Formule 1, c'est des méchants. Si tu es trop gentil, tu ne gagneras pas. Donc, je pense que si ça continue comme ça, Verstappen continuera à gagner des courses dans ce duel-là. Le champion du monde Max Verstappen qui signe donc la 21e victoire de sa carrière et qui marque les 25 premiers points de la saison. Après le débrief de la course du lauréat, il est temps de parler des 2 pilotes qui l'ont accompagné sur le podium. On a déjà évoqué Charles Leclerc, mais on va également donc évoquer les Ferrari en général, Charles Leclerc et Carlos Sainz. Charles Leclerc a signé hier le 15e podium de sa carrière, hier à Jeddah. On rappelle qu'il partait en 2e position sur la grille. Vous avez un peu anticipé, les amis, le débat sur Charles Leclerc. Et ce qu'il a montré hier, avec encore une fois cette bataille contre Max Verstappen, je pose la question à Clément, est-ce qu'il a montré qu'il avait l'étoffe d'un prétendant officiel au championnat du monde 2022? Oui, clairement. Il l'a montré tout le week-end en affichant en étant très proche étant dans le top 3 tout le temps, que ce soit aux essais libres,
en qualif où il a fait un tour absolument phénoménal qu'on a vu, qu'on a tous vu en direct. Et après, on s'est dit, mais où est-ce qu'est passé Checo Pérez? Et puis en course, il a fait ce qu'il fallait. Donc oui, il a montré ce qu'il valait. Il a que 3 victoires en championnat du monde F1, mais il bénéficie aussi d'une voiture qui est magnifiquement née. Alors oui, il y a toujours ce petit déficit moteur face à Honda, mais la voiture, je la trouve parfaite et je la trouve entre guillemets à la Mercedes ou à la Red Bull dans les virages un petit peu plus lents ou les courbes à mi-vitesse. Elle est plaquée au sol. La voiture est dans un état exceptionnel. Alors si la fiabilité tient, ouais, voilà, la saison va être clairement réussie et on peut espérer, côté Ferrari, enfin retrouver les joies encore plus des victoires, des nombreux podiums et pourquoi pas du titre de champion du monde. On sait que Maranello attend ça depuis trop longtemps, beaucoup trop longtemps. Valentin, tu penses que Ferrari, c'est la bonne année, en tout cas, peut-être pas pour le pilote, mais en tout cas pour le championnat constructeur? Ferrari attendait cette année 2022 avec ce qu'on a vu ces dernières années. Beaucoup de difficultés. Ça faisait peine à voir pour une telle écurie, pour une écurie aussi mythique. Et le fait de parier aussi, je fais un petit parallèle avec Sainz, le fait de parier sur 2 jeunes pilotes très prometteurs, normalement Ferrari ne le fait pas. Je pense, après peut-être que Clément pourra me contredire, mais c'est assez rare de voir juste des pilotes aussi jeunes dans une écurie. Normalement, il y a toujours un des 2 pilotes qui est un peu plus expérimenté en âge. Et voilà, les 2 sont au rendez-vous. Il n'y a pas forcément énorme. Il faut qu'il y ait de la concurrence dans tous les cas pour 2 pilotes d'une même écurie, mais la concurrence est cordiale. Ils savent qu'ils ont une belle monoplace cette année. Et je pense que voilà, ils travaillent main dans la main pour avoir les résultats. Leclerc, il a été très fort dans le premier secteur et dans tous les virages globalement hier, mais il a été quand même moins fort dans les lignes droites. Donc je pense que c'est par rapport au Red Bull, c'est là où il faut un peu plus travailler. C'est vrai que d'habitude, on avait le droit à un pilote plus expérimenté, un jeune. Cette fois-ci, ils ont 2 jeunes pour le côté fougue et pour aussi mettre un peu fin aux traditions à Maranello. Donc, on a 2 pilotes qui sont très bosseurs et c'est vrai que les retours d'Italie concernant Carlos Sainz sont excellents. Et c'est aussi le retour d'un pilote espagnol dans la voiture Ferrari. Donc, les 2 bossent très bien. La voiture, si elle est bien née, c'est aussi grâce à eux. Donc voilà, pour l'instant, les choix sont bons. On voit également une meilleure stratégie de course, notamment, ils ont bluffé Red Bull avec leur fameux box to overtake qui a permis à Leclerc de prendre la tête et qui a finalement changé la destinée de ce Grand Prix. C'est mieux aussi dans les stands. Donc, le bon boulot continue et tant mieux pour cette équipe qui ne mérite que d'être en haut. Ça fait une parfaite transition parce que du coup, on a beaucoup parlé de Charles Leclerc. On va parler maintenant de Carlos Sainz qui donc signe un 2e podium d'affilée, le 8e de sa carrière. Edouard, j'ai trouvé, moi, qu'il avait moins d'impact qu'à Bahreïn. On a senti que sa monoplace était même légèrement en dessous de Max Verstappen. Donc, on a vraiment Charles et Max au-dessus. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, par rapport à sa course de Bahreïn? Il a été moins présent, on va dire, c'est vrai que sur le rythme de course. Après, il n'a pas non plus été ridicule, il n'a pas été largué. Non, il a maintenu Pérez après avec les pneus durs. Enfin, Voilà. Pérez qui était très en difficulté avec ses pneus durs. Donc, il a quand même fait le boulot, quoi. C'est-à-dire qu'il n'était peut-être pas aussi rapide que son coéquipier. Et je pense que sur certains circuits, Sainz sera sûrement plus rapide que Leclerc. Aujourd'hui, il a fait le boulot, il a ramené la voiture, ce qui n'est pas forcément une mince affaire. On voit à Jeddah, ils ont fini à 13. Hein. Donc, il a ramené la voiture, il ramène de gros points, un nouveau podium. Donc, plus il va ramener des podiums, plus il va ramener des points à la maison, mieux ce sera pour l'écurie italienne. Donc, lui, il va continuer à prendre de la confiance. C'est un pilote qui est quand même là depuis 2015, qui n'a toujours pas gagné de course, donc il va commencer à s'impatienter. Mais s'il continue de faire des podiums très régulièrement, sa première victoire va sûrement venir assez naturellement.
Clément, j'ai trouvé que Carlos Sainz était beaucoup plus présent et beaucoup plus performant en essai libre et en séance de qualification. D'ailleurs, samedi, à un moment donné, il était proche de la pole. Ouais, sur le premier run, il me semble que c'est lui qui est en tête avant d'être dépassé et par Leclerc et par Pérez. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un pilote très rapide, gros travailleur, mais il lui manque encore ce petit déclic. C'est ce qu'on disait la semaine dernière avec Sébastien. En course, il n'arrive pas à basculer dans le mode je dois gagner. Enfin, c'est peut-être pas je dois gagner, mais je veux gagner. Elle est là, la marge de progression. On le sait qu'il est rapide. On le sait que voilà, il peut aller décrocher une victoire. Il en a toutes les capacités. Maintenant, il faut qu'il le prouve en piste. Et pour l'instant, on ne le voit pas assez. Mais c'est pas un problème parce qu'il ramène des gros points. Il casse pas la voiture. Donc, c'est ce qu'il y a de plus important pour l'instant. Il est quand même très régulier. Voilà, très régulier dans le top 4 ou dans le top 5. Même si même là, c'est même top 3, bah, son début de saison, il est juste excellent. On peut se permettre de parler aussi de Sergio Pérez, qui était le poleman. Qu'est-ce qui s'est passé, Valentin? Pourquoi comment il s'est fait avoir voilà, par la communication de Charles Leclerc, un pilote expérimenté, avec une écurie expérimentée également. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est rentré comme ça au stand? Ouais, c'est très étonnant, surtout de la part des Red Bull qui devient un peu maître en stratégie. On l'a vu l'année dernière, battre Mercedes dans ce giron-là, c'est assez difficile. J'ai l'impression qu'avec Verstappen, les stratégies, ça fonctionne un peu mieux. Il y a peut-être un peu plus d'implication. Là, par rapport à ça, je pense que c'est surtout le fait qu'il y ait un drapeau jaune qui n'a pas aidé Pérez. C'est surtout ça qui a fait défaut à Pérez. Donc après, je pense qu'il a son rythme de course qui est à lui, qui est assez loin de ce que fait Leclerc et Verstappen. Je pense qu'il sera plus dans une petite guéguerre avec Sainz tout au long de la saison, si on essaie de tirer un peu les plans sur la comète. Mais voilà, en quatrième position, c'est triste de dire ça, parce que j'aime bien Checo, mais il est à sa place. Voilà, Verstappen est parti quatrième, Pérez est parti premier. Finalement, on est revenu dans l'ordre. Mais par rapport au fait qu'il s'est fait avoir sur le pit stop, je t'avoue, Quentin, je ne pourrais pas trop te dire ce qui a poussé Red Bull à le ramener au stand. Problème de communication. Bah ouais, même quand une écurie et on va dire la stratégie va dans un sens, le pilote ne va peut-être pas dans ce même sens non plus. Donc ça dépend aussi. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte pour les prochains Grands Prix, parce que de toute façon, il faudra s'attendre. Si on reste comme ça, il faudra s'attendre à un duel entre ces quatre voitures, du coup, de ces deux écuries différentes. Sur l'arrêt au stand, il y a un vainqueur et un perdant. Ferrari a bien joué le coup, ils les ont mis sous pression et ils ont fait chuter Pérez et Red Bull. C'est tout. Ça arrive dans les stratégies de se faire avoir. Là, c'était de l'overcut et non pas de l'undercut. Ferrari l'a réussi. Le prochain coup à Albert Park, ça sera peut-être Red Bull. Troisième grand thème de notre soirée, on refait un point technique sur ces nouvelles monoplaces qui représentent un peu le symbole de la nouvelle ère Formule 1. Valentin, par rapport au premier Grand Prix et suite aux nombreux avantages qu'on nous a présentés avant la saison, comment tu les as trouvés, toi, ces nouvelles monoplaces, notamment en termes de dépassement? Alors là, c'est sûr qu'après deux Grands Prix, on peut quand même entrevoir certaines améliorations. Et surtout, je pense que l'objectif, c'était d'avoir, on va dire, un peu plus d'attractivité, comme tu dis, sur les dépassements entre les pilotes, que les pilotes puissent se suivre. On voit, par exemple, les autres années, comme l'année dernière, c'est que, imaginons Verstappen est en duel avec Hamilton, il y aura une guéguerre au bout de deux tours, il va le dépasser, et après, on va voir certains pilotes s'économiser au niveau des pneus, essayer de ne pas les surchauffer. Là, au niveau des pneus, comme ils sont passés de 13 pouces à 18 pouces et qui sont un peu plus résistants, on va dire qu'on a des batailles qui sont un peu plus intéressantes. On l'a vu entre Leclerc et Verstappen, qui sont le symbole de ces changements finalement lors de ces deux premiers Grands Prix. Donc,
pour l'instant que du positif là-dessus. Après, il y a plein d'autres changements qui ont été effectués. Mais dans le gros du gros, dans les plus importants, dans les plus significatifs, c'est de bon augure. Toi aussi, Clément, tu partages ces aspects positifs qu'a présenté Valentin? Ouais, on a on l'avait dit la semaine dernière, mais on a des voitures qui sont plus facilement doublables, si je puis dire. Mais voilà, elles peuvent lutter plus longtemps et ça, c'est vraiment un point très, très positif. Maintenant, il y a toujours ce souci de fiabilité, mais ça, c'était prévu, on s'y attendait. Et il y a quand même un petit regret, c'est de voir que finalement, les voitures n'ont peut-être pas poussé assez lors des 6 jours de test, 3 jours à Barcelone et 3 jours à Bahreïn. On le sait qu'il y a la réduction des coûts, mais quand il y a une nouvelle réglementation, je pense qu'il aurait fallu mettre un jour de plus par campus, enfin Barcelone et Bahreïn, parce que là, on a des voitures qui sont pour moi un peu trop en retard et pas assez fiables, même si ça fait partie du jeu et que l'année dernière, on n'était pas sur une nouvelle génération, une nouvelle ère, et il y a eu des soucis de fiabilité pour d'autres. Mais là-dessus, il manque peut-être de quelques jours de roulage pour certaines écuries. Tu as parlé de fiabilité. Ça m'amène à cette question pour toi, Edouard. Quel classement fais-tu pour le moment? Quelle hiérarchie fais-tu des écuries par rapport à la fiabilité et à la performance? Il n'y a pas photo, hein. Ferrari et Alpine. Enfin, Alpine, du coup, un peu compliqué avec Alonso hier, mais Ferrari est au-dessus du lot en termes de fiabilité. On a vu très peu de moteurs. Il y a Bottas qui a cassé hier, mais j'ai pas trop regardé quel était le souci précisément de Bottas. Mais c'est le premier moteur Ferrari qu'on voit casser. Euh, Alpine, ça a l'air quand même d'être très fiable malgré tout. Malgré l'abandon d'Alonso hier, je pense qu'ils ne vont pas avoir trop de problèmes là-dessus. Les moteurs Honda, c'est pas catastrophique, mais ça fait beaucoup trop de problèmes en très peu de temps, quoi. En tout cas, AlphaTauri n'a pas trouvé les problèmes encore à résoudre avec, on a vu Voilà, l'abandon de Tsunoda hier. c'est ça, c'est que Tsunoda, le pauvre, il a un problème en qualif, super, il peut pas rouler. Bon, à peine il sort des stands, hop, casse moteur. Quand on sait que c'est le même moteur qu'une voiture qui doit se battre pour le titre, ça, je serais Red Bull, je serais pas serein. Pas serein parce que le moteur Honda, vraiment, son plus gros défaut, ça va être la fiabilité. On voit que c'est un moteur qui a quand même beaucoup de vitesse de pointe, mais qui a vraiment une grosse marge de progression sur la fiabilité. On va parler de Mercedes maintenant, de l'écurie Mercedes plus précisément. Hamilton 10e, juste à la limite pour arracher un point. Il était d'ailleurs très surpris qu'on octroie un point au 10e. Mercedes est toujours à la peine, mais il y a un écart. On a vu hier et sur le week-end entier un écart entre George Russell et Lewis Hamilton. Comment, Valentin, tu l'expliques, toi, cet écart? Mais c'est assez étonnant parce que moi, je m'attendais à un Lewis Hamilton. Je pense qu'il est déterminé hein, au vu de ce qui s'est passé l'année dernière où il était très fatigué aussi mentalement. Et là, finalement, on le retrouve aussi fatigué mentalement. Il voulait absolument partir au plus vite de l'Arabie Saoudite et se reposer. Je pense que c'est aussi dû à tout ce qui s'est passé évidemment en extra sportif. Mais on le voit fatigué. Après, il a eu un bon rythme hein, quand même lors de la course. C'était un peu plus encourageant. Il est quand même parti 16e ou 17e, hein, je ne me rappelle plus précisément. Alors 15e, parce qu'il y a eu Schumacher qui était forfait, il me semble. Donc c'était à la 15e position. Donc, ouais, il a même pas pu retenir la Haas. Il y a beaucoup de travail à faire de son côté. Parce que je pense qu'au niveau de la Mercedes, au niveau technique, il y a quand même du progrès à faire. Mais au niveau des pilotes aussi, je pense que Russell, il est quand même. Il vient d'arriver, il connaît quand même l'école Mercedes parce qu'il faisait partie des pilotes voilà, en remplaçant, on va dire. Il est dans l'écurie depuis quand même pas mal de temps. Mais après, conduire une monoplace, surtout avec les nouvelles réglementations, tout ça, je pense que Russell, on a encore ce temps de tolérance. Mais au final, il est plutôt performant par rapport à ce que fait. Ça n'explique pas un tel écart. Ça n'explique pas un tel écart et en qualif où il y a, je crois, c'est 6 à 7 dixièmes d'écart. Et là, il se retrouve en course, il y a 41 secondes au final. C'est un gap qui est énorme, délirant entre ces deux-là, quoi.
Mais justement, moi, ce qui m'a choqué, c'est les déclarations de Toto Wolff après le Grand Prix. On l'a senti abattu. Bon, après, c'est normal, ça fait 8 ans qu'ils sont au premier rang Mercedes. Et là, il nous sort, voilà, je suis très attristé, très frustré de ne pas être dans la lutte pour les premières places, ce qui est entièrement normal. Mais on l'a senti abattu et on n'a pas l'impression, Edouard, qu'ils ont trouvé encore le problème, et notamment le problème de marsouinage, de rebond. Et c'est George Russell qui disait ça. Si on arrive à régler le problème de marsouinage, c'est 99% de nos problèmes qui sont résolus. Ouais, mais c'est symptomatique d'une équipe d'une écurie qui a été habituée à gagner, gagner, gagner et qui ne sait pas perdre en fait. C'est une équipe qui n'est plus habituée à faire des contre-performances et qui va devoir se réhabituer à ça au vu de la hiérarchie cette année. C'est bien beau de dire en interview qu'ils savent qu'il faut régler ça, ça, ça. Après, il faut que le boulot suive derrière à l'usine. Donc là, c'est à Mercedes de montrer quand même qu'ils ont une force de caractère, que ce n'est pas parce qu'ils ont gagné tout le temps et juste parce qu'ils étaient au-dessus du lot et qu'ils avaient une voiture qui était juste au-dessus du lot. Là, il va falloir montrer que même derrière à l'usine, ça suit, que les pilotes, même Lewis Hamilton notamment, hein, Russell, c'est un bosseur, on le sait, mais Lewis, on a vu, hein, en 2016 contre Rosberg, s'il a perdu, Lewis, c'est entièrement de sa faute. L'an dernier, bon, là, pour le coup, on a eu une réaction où il a montré les crocs, mais Lewis, quand il n'a pas la voiture qu'il veut, quand il n'a pas la voiture qui est mise comme il le veut, il perd vite. Il a plus cette force de caractère qu'il a que quand il a une voiture prête pour lui. Il ne se bat pas pareil, il ne se met pas à 100% dans la voiture, il ne va pas s'impliquer autant que son coéquipier. Et ça, c'est symptomatique de Lewis et il a toujours été comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, si Mercedes veut retrouver le sommet comme le veut sûrement l'équipe, hein, il va falloir que tout le monde s'y mette, donc soit les ingénieurs à l'usine, Toto Wolff et Lewis Hamilton. Ça va être un travail d'équipe et il y a du boulot. J'aimerais évoquer maintenant un tout autre sujet, mais une question très importante qui nous a un peu choqués et fait parler ce week-end. Le contexte politique et militaire en Arabie Saoudite qui a fortement impacté la journée de vendredi avec cet entrepôt pétrolier incendié suite à des tirs de missiles des rebelles yéménites. Une situation tendue, lunaire, où on a vu que les organisateurs et les directeurs de course ils ont tout de suite penché sur le fait que le week-end se poursuive. Ils étaient d'accord à l'unanimité, pardon. Ensuite, on a eu une réunion de pilotes qui étaient plus réticents, une réunion qui a duré près de 4 heures. Les pilotes, ils ont parlé entre eux. Voilà, ils sont sortis au bout de 4 heures. Pierre Gasly a été interviewé notamment par Julien Febvre. On l'a senti pas très satisfait de ce qui s'est décidé. Voilà, sur le plan du sportif, et ce, malgré la belle course d'hier, on ne peut pas s'empêcher de penser notamment aussi à l'accident de Mick Schumacher samedi pendant la séance qualificative. Voilà, on a découvert ce tracé de Jeddah fin 2021 avec ses risques, un tracé urbain très rapide mais très dangereux. Clément, toi, à la vue des événements de ce week-end, tout simplement ma question, est-ce que le Grand Prix d'Arabie Saoudite a toujours sa place dans le calendrier de la Formule 1 ? C'est une bonne question. Franchement, j'en ai pas la réponse parce que il y a tellement le politique a tellement pris de place sur le sportif que politiquement, j'ai envie de dire oui, et sportivement, c'est compliqué parce que la piste, alors ok, ça donne un super spectacle avec des pilotes, et des voitures qui sont très proches des murs, mais le mix Monza-Monaco n'est peut-être pas la meilleure des choses possibles, où on les voit parfois à 325 maximum, même si c'est sur une grande courbe plutôt facile, mais ça reste un circuit en ville. De ce que j'ai compris, normalement, c'était la dernière année ou l'avant-dernière année, puisque la Formule 1 devrait prendre la direction de Riyad ou des collines de Riyad, je ne sais plus tellement, mais on avait vu un projet absolument faramineux il y a quelques mois. Et sur le côté politique, on a vu que finalement le poids des pilotes et des écuries était infime et que de toute manière, c'était Liberty Media, la FOM, la FIA et Stefano Domenicali, tout ça qui réglait.
Valentin, tu l'as souligné dans ton top flop. Pour toi, le Jeddah a été le plus gros flop du week-end, notamment au niveau des droits de l'homme. Bah, au niveau des droits de l'homme, oui, déjà, on peut prendre l'exemple d'autres sports parce que pas que l'Arabie Saoudite au Moyen-Orient, mais d'autres pays comme le Qatar investissent massivement dans le football, par exemple, dans le sport de manière générale. Et du coup, bah, c'est forcément des ambitions de soft power pour faire oublier un peu les déboires, les exécutions et tout ce qui s'ensuit. Et donc, c'est pour donner une bonne image du pays. Bah, ça génère des gros chèques. Et, et donc, tout va bien pour les finances. Mais le souci, c'est que je pense que si on veut avoir une bonne image de ce sport, qui est en plus devenu très populaire ces dernières années avec des documentaires Netflix etc., je pense qu'il faut aussi être irréprochable au niveau de ces droits de l'homme. Et moi, personnellement, je retirerais ce Grand Prix parce que on peut pas fermer les yeux et juste se concentrer sur de la rentabilité. Évidemment que c'est le cas dans d'autres sports, hein. Laisser un fonds d'investissement saoudien investir en première ligue, c'est la même chose. C'est que forcément, il y a l'aspect financier qui va avec et c'est regrettable. Mais je pense que Le plus pour la triste, Formule 1, Valentin, le plus ouais, triste, c'est quand même qu'il pourrait prendre la place de, on l'a lu dans la presse spécialisée, pourquoi pas de Spa, Monaco, semble-t-il, est entre guillemets, bon, même si on sait que c'est historique, mais en fait, ils veulent remplacer les Grands Prix européens par ces Grands Prix qui donnent deux fois plus dans l'équipe. Les je crois que journalistes c'était F1 70 disaient que millions, c'était hein. 50 millions au lieu de 25 ou 20 Ouais, même 70, hein, pour je les Grands crois. Prix européens, donc c'est triste, quoi. Ouais. Donc c'est assez triste de constater ça. Très bien, ben, on verra ce que l'avenir réservera au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Les amis, on va finir par vos tops, vos flops et vos attentes pour le Grand Prix d'Australie. J'ai sous mes yeux vos tops et vos flops. Bon, l'unanimité, Max Verstappen est dans vos tops. Voilà, le champion du monde, première victoire de la saison et 21e victoire de sa carrière. On ne va pas revenir dessus. Clément, tu as mis George Russell dans tes tops. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure parce que, il a fait une course très solide, très propre. Il s'est bien qualifié. Il prend encore des gros points après ceux de Bahreïn. Il a mis la misère à Hamilton quasiment tout le week-end. Donc, bravo à lui. On le savait qu'il était rapide. On l'avait vu avec sa pauvre petite Williams. Et puis bah, là, il est très performant. Et il le sera sûrement encore plus dans les semaines à venir. Peut-être pas d'ici l'Australie, même s'il y a 15 jours de boulot et c'est quand même intéressant pour les équipes, mais sûrement à Imola le week-end du 22, 23 et 24 avril, il y aura peut-être des améliorations côté Mercedes. Édouard, tu as choisi un autre pilote, un autre Britannique d'une autre écurie. Il s'agit de Lando Norris. Pour toi, il y a eu du mieux chez McLaren et notamment chez Lando Norris. Je pense qu'il n'y a pas eu du mieux chez McLaren, parce qu'on voit Ricardo abandonner. Mais la McLaren, franchement, c'est une voiture qui est nulle, qui est mal née. Les pilotes ne prennent pas de plaisir dedans. Mais Norris c'est vraiment bien sorti de cette situation. Il a bien joué avec l'effet de course. Très solide, même en rythme de course. Franchement, avec une voiture, on sent il souffrait dans les virages et tout ça. Il a fait franchement une super course. À l'image d'un George Russell, mais avec une voiture un peu moins forte. Il s'est même bataillé jusqu'au dernier tour avec Ocon. Donc, pour la 6e place, si je ne me trompe pas. Non, grosse perf de Norris pour moi, hein. Franchement, avec une voiture qui est quand même beaucoup moins performante que l'Alpine, il a réussi à, jusque dans la dernière ligne droite, aller titiller la panthère rose d'Esteban Ocon. Donc, non, grosse perf de Norris. S'il maintient ce niveau, il devrait permettre à McLaren de sortir un peu la tête de l'eau, je pense. Clément, je vais finir avec toi. Tu as un petit coup de gueule à passer sur la Virtual Safety Car. Ouais, parce que je trouve que c'est totalement inutile. On demande aux pilotes de réduire leur vitesse de 30 à 40%, mais on a des gaps qui sont ultra importants. On l'a vu dans les datas de Charles Leclerc et de Verstappen. Il y a des gaps entre 1,5 seconde et 2 secondes 6 ou 2 secondes 7 par tour. Leclerc menait tranquillement de 4 secondes. L'autre, Verstappen, se retrouve du coup à 8 ou 9 dixièmes. Ça n'a pas de sens. Il faut vite mettre fin à cette virtual safety car que je comparerais
à la VAR dans le football. Sur le papier, ça peut être intéressant et au final, ça ne l'est pas du tout parce que c'est très mal utilisé et ça donne des gaps trop importants entre les pilotes. S'il y a 2 secondes 5 au moment de la virtual safety car, il doit y avoir 2 secondes 5 d'écart au moment de la relance et c'est jamais le cas et ça pose un vrai problème d'éthique sportive. Bien, merci Clément. Les amis, c'est la fin de ce deuxième épisode de Retour au stand. Merci à vous de m'accompagner dans cette belle aventure. Sachez d'ailleurs que le podcast arrivera prochainement sur Spotify et que vous pourrez pleinement profiter de l'expérience audio. Valentin, merci pour cette première. Est-ce que tu as kiffé? Merci Quentin, merci Clément et Edouard pour ce premier podcast. J'ai pris beaucoup de plaisir à analyser ce Grand Prix et pressé de revenir ici en tout cas. Merci à toi, merci Edouard, merci Clément pour tout ce travail d'analyse. Merci, vivement dans 15 jours, il faudra se lever très tôt puisque les qualifs sont à 8 heures et la course à 7 heures, mais on sera bien évidemment présent parce qu'il le faut, tout simplement. On verra qui sont les plus matinaux. Exactement. Parce que pour les essais, il faudra se lever encore plus tôt. Exactement. Ça va être marrant. Ça va être marrant, exactement. On se retrouve donc le lundi 11 avril pour le débrief du Grand Prix d'Australie qui fait son grand retour. Ciao les amis.